commencer donc cette table ronde autour de la science-fiction dans les univers du jeu vidéo. Donc aujourd'hui au Pixel Festival à l'UGC de Kerfeunteun. Et donc on va faire un tour de table. Donc, moi c'est Guillaume Roland, président de l'association de science-fiction qui propose plusieurs expositions et animations pour cet événement. On va peut-être commencer avec le petit nouveau de la bande. Vincent, tu peux te présenter? Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Vincent Larnicole, je viens de Plérin dans les Côtes d'Armor. Je suis bibliothécaire de formation, mais aussi écrivain et poète, auteur de nombreuses nouvelles et de poèmes. Et tout récemment d'un tout premier roman d'anticipation autoditaire et bouquiniste qui s'intitule 12 hivers depuis Noël 2023. Voilà, donc c'est ce roman-là. Tout à fait. 12 hivers que tu Tout à fait. récemment publié. Je te laisse passer le micro à ton voisin. Alors, bonjour, moi c'est Kevin Guivache, je suis auteur de Imagine Machine, Les Horizons Masqués. D'entraînement, je bosse en pépinière, mais je me suis lancé il y a quelques années dans la science-fiction. D'accord, merci Kevin. Je m'appelle Julien Laroche, donc j'habite à Concarneau, je suis sur le Finistère. J'ai écrit 4 livres de science-fiction, donc Anna, un roman court, Saturne, une nouvelle, et 2 recueils, Quête du futur et le récent Le jeunesse des possibles. Donc j'ai écrit pour 2018 de science-fiction, j'en ai travaillé à côté un peu. Comme beaucoup, vous avez un travail alimentaire. Donc aujourd'hui, pour cette table ronde autour du nombre de la science-fiction dans les univers de jeux vidéo, on va traiter de plusieurs aspects en fait de la SF, donc son impact, l'aspect dystopique de la SF dans les jeux vidéo, comme par exemple ce qu'on peut voir comme un reflet d'un futur proche, l'intelligence artificielle également dont on parle beaucoup actuellement, le cyberpunk plus comme une esthétique, l'exploration de l'espace via les jeux vidéo un peu donc plutôt comme un aspect pédagogique, et enfin on conclura sur l'éthique dans les mondes vidéoludiques. Je voulais commencer donc sur l'évolution des jeux vidéo, donc explorer comment la science-fiction en tant que genre littéraire et cinématographique a influencé le développement des jeux vidéo, de Mass Effect à Cyberpunk 2077, quelles sont les œuvres de science-fiction qui ont marqué les créateurs de jeux, comment ces influences se manifestaient dans le gameplay des mondes imaginaires. Et donc j'avais une première question à mes 3 invités. Selon vous, comment s'est fait l'impact de la science-fiction dans l'évolution des jeux vidéo? Tu veux commencer, Julien? Vas-y. Alors déjà, il y a pas mal de jeux vidéo qui ont été adaptés de romans et de films de science-fiction. Je pense notamment à Alien, à Robocop, à Kubrick, Blade Runner, Star Wars, qui ont été adaptés en jeux vidéo. Et également, les jeux vidéo ont servi de thème des films, je pense à Tron notamment, ou encore plus récemment Ready Player One. Donc on sent qu'il y a une influence qui est dans les deux sens, entre le cinéma et les jeux vidéo. Il y a aussi, pour la technologie, il y a un genre qui s'appelle le cyberpunk. On en parlera peut-être tout à l'heure du cyberpunk. On va peut-être demander à tes camarades leur avis sur l'impact de la SF. Vincent. L'impact de la SF dans les jeux vidéo, il faut savoir que l'une des premières œuvres cinématographiques de science-fiction date de 1927, Metropolis de Fritz Lang.
Moi, je pense que l'impact des jeux vidéo, enfin, de la science-fiction sur les jeux vidéo, c'est fait avant tout par une sorte de terreau inébranlable sur l'avancée avant-gardiste des nouvelles technologies, la capacité des humains à résister ou à ne pas résister face à ces nouvelles technologies, quitte à faire avec ou ne pas faire avec. Et je vois aussi notamment des œuvres avant-gardistes, je parle d'œuvres avant-gardistes, je pense notamment à 2001, l'espace de Stanley Kubrick, qui était vraiment une avancée, vraiment un film qui a bouleversé le cinéma le cinéma en tout genre, de manière générale et bien sûr dans la science-fiction, parce que personne n'avait encore les moyens de faire marcher les astronautes tout en faisant tourner la roue, une sorte de roue dans la vaisseau spatial, ou encore de faire parler de l'intelligence artificielle. Donc il y avait vraiment, je pense, des points de... Je ne pas de chaleur, mais... il y avait déjà des points d'impact qui résonnaient déjà avec ce qui allait entrer en résonance avec la création des jeux vidéo, je pense. Merci Vincent. Kevin, tu veux dire quelque chose sur l'impact de la SF sur les jeux vidéo? Ouais. L'un inspire l'autre, j'imagine. Oui. Soit même pour les films et tout ça, l'un et l'autre se complètent. C'est des films qui sont inspirés, enfin des histoires en soi qui sont inspirées de jeux vidéo et qui sont proportionnelles. Comme une passerelle? Tout à fait. À chaque fois, soit ça enlève, soit ça apporte quelque chose. Et bien avec ensuite. Et je n'ai pas grand-chose à ajouter. D'accord, mais je crois que Julien... Oui. Dernière petite chose, même dans les jeux vidéo, les scénarios des jeux vidéo, en ce moment, les romans de science-fiction. Les premiers textes que j'ai lus, c'était dans les jeux vidéo l'introduction à l'histoire de l'histoire du jeu auquel on joue. C'était les premiers œuvres de science-fiction que j'ai lus avant d'intéresser à la lecture. Merci Julien. Donc, en jeu vidéo, on trouve souvent des dystopies, un reflet d'un futur proche, des mondes dystopiques sont omniprésents dans la science-fiction et les jeux vidéo. Et cette œuvre, on examine comment ces jeux projettent des futurs pessimistes ou ancrés dans des préoccupations actuelles et comment ils peuvent être perçus comme des critiques sociales et politiques. J'avais cette question à mes camarades. Comment les jeux vidéo reflètent une dystopie dans un futur proche? On peut penser à certains jeux comme Fallout de l'an, qui est une dystopie post-apocalyptique, c'est-à-dire un peu où la guerre nucléaire. Alors à la base, c'est plus une uchronie en fait, une modification d'un élément dans les années 50 de l'histoire. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr, au niveau des survivants. Sinon, on pense aussi à Deus Ex, qui se passe dans un futur proche où les inégalités sociales se sont exacerbées, où dans le premier jeu, il y a un virus mortel qui s'est mis partout. En fait, on joue le rôle d'une personne qui a des implants à l'intérieur de son corps qui augmentent artificiellement sur tous ses sens. Il doit enquêter sur un groupe de terroristes. Et plus il enquête, plus il voit derrière qu'il y a une sorte de complot international, notamment par rapport au virus qui était le vaccin a été fait à vitesse folle et qui est réservé à une partie de la population. Il y a ça, on pense aussi à The Last of Us, qui est un autre jeu qui contient une série qui a été tirée récemment. C'est plutôt post-apocalyptique aussi, on peut dire ça, avec des maisons. Donc il y a vraiment un écho en fait dystopique dans certaines œuvres vidéoludiques. Souvent, on a le personnage qui essaie de régler un problème. On a des déclencheurs qui permet de lutter contre soit le groupe. D'accord. Vincent, tu as un avis sur cette question? Dans 12 hivers, donc qui est mon premier roman, je ne parle pas,
dans un chapitre qui est consacré à un père de famille complètement désabusé, qui est un écrivain raté, etc., donc, qui a très vite divorcé, je fais référence à ce que moi j'ai un peu exploré quand moi-même j'étais enfant, et j'en suis encore toujours d'une naïveté absolue, qui est très facilement influencée par tout et n'importe quoi. Avant que ne surgisse l'explosion des réseaux sociaux que nous connaissons tous, Facebook, Twitter, qui est devenu X, Instagram, TikTok, tout tralala, nous avons connu ce que nous appelions vraiment des plateformes, des plateformes qui peuvent s'apparenter à des jeux vidéo et même à des dystopies, parce que forcément, je fais référence à ce que nous connaissions auparavant. Il y avait déjà MySpace qui était en vogue. Et moi, avec mon grand frère, on avait exploré des plateformes de jeux et de chat qui s'appelaient par exemple Fruity Park, qui faisait partie de Motion Twin, qui était une franchise créée à Bordeaux, donc qui a perduré de 2002 à 2012, Fruity Park. Là, qui était vraiment, on pouvait participer à des jeux en ligne, on pouvait participer à des salons, on pouvait participer à des conversations privées, etc. Salons quiz, salons en tout genre. Si on disait une connerie, on avait droit à une totoche qui pouvait durer 1 heure, et si on disait vraiment une connerie encore plus que ça, on pouvait être banni pendant environ 1 semaine. Et moi-même, je me suis laissé complètement influencer par une conversation virtuellement amoureuse, si on peut dire. Et c'est ce que j'ai retranscrit à travers le personnage de Gaspard, qui est le fils d'Emilien, qui vit carrément comme un ado négligent, pris, je ne sais pas trop, et qui, suite à une conversation virtuelle amoureuse, il va y avoir un passage à l'acte, que je ne dévoilerai pas. Mais tout ça pour dire que voilà, l'ère des plateformes de jeux et de chat avait déjà une grosse influence sur nous les ados, donc il y avait déjà on pouvait parler de dystopie. Ouais, tu remarquais qu'il y avait déjà un caractère dystopique. Ben oui, je pense que même les plus jeunes, je pense qu'il y a un caractère facilement influençable. Je ne veux pas non plus faire des généralités, mais je pense que oui. Parce que les premiers messengers qu'on a connus avant Facebook, c'était avec MSN, etc. Et puis on avait Tamagotchi, etc. Mais voilà, je cite pas comme un... Si, ça pourrait apparaître comme un jeu vidéo et une alerte de dystopie, parce que voilà, forcément... Quand on se livre à ce genre de moyens avant-gardistes, je ne sais pas, forcément il y a un moment où ça peut créer un électrochoc qui peut paraître soit fataliste, soit opportun, mais est-ce que n'y a-t-il pas à un moment donné un impact sur la nature humaine quand on face à ces moyens-là, au moment où il y a une utilisation un peu exacerbée? Si, forcément. Oui, je pense. dans le cas d'Emilien, un affect, voilà, donc, qui est le cas de Gaspard. Moi, je ne me suis pas arrivé là, heureusement. Mais voilà, tout ce qui était réseaux sociaux, avant c'était des blogs Skyrock, donc voilà, je reflète un petit peu aussi une époque où j'étais moi aussi très très influencé, et qui, je pense, encore aujourd'hui, comment Facebook et les autres plateformes de réseaux sociaux prennent des allures de jeux vidéo et de dystopie en tout genre. Quand on voit le piratage, et puis, je ne vais pas non plus m'étaler là-dessus, mais on peut dire, je ne vais pas non plus paraître défaitiste, mais ça peut, oui, il y a une critique un peu sociale sur l'influence que peuvent avoir les moyens comme les jeux vidéo, les réseaux sociaux, sur notre société à nous, et qui peut prendre une allure un peu dystopique. Voilà. Merci Vincent. Kevin, est-ce que tu souhaites ajouter ton mot là? Pour la question de la dystopie, Oui, reflet d'un futur proche. En réalité, nous sommes déjà complètement barrés. Moi, je n'aurais que 2 exemples, mais fantaisistes. J'ai le jeu Jack et Daxter, Jack 2 en particulier. Oui. 2 personnages qui se retrouvent dans une ville qui est protégée par des barrières contre des monstres qui ont tout ravagé. D'accord. Dystopique, plus
la ville en soi s'appelle Abbeville, mais la ville est dirigée par un baron sanguinaire très brutal de fer. Oui, donc un peu totalitaire. Tout à fait. Et deuxième exemple, complètement à l'opposé, Dead Space. Là, c'est même pas par rapport aux monstres qu'il y a dans ce jeu-là, les nécromorphes, plutôt par le fait qu'on commence à manquer drastiquement de ressources. On est obligé de perforer des planètes pour s'accaparer toutes les ressources naturelles. Et il nous manque toujours plus. Et en fin de compte, c'est fini par créer un cercle vicieux. Demande. Il y a tout un tas de choses avec ça. Mais bon, je suis pessimiste. C'est très pessimiste, mais depuis comme d'habitude. Merci. L'intelligence artificielle, donc de la fiction à la réalité, hein, c'est clairement la réalité de nos jours. Et dans les jeux vidéo, sont souvent inspirés de concepts de science-fiction, mais elles sont également en train de devenir une réalité technique. Donc cette table ronde explore la représentation des intelligences artificielles dans les jeux vidéo et l'avenir de ces représentations dialoguent avec des avancées réelles en IA. La question que je pose à mes camarades, l'intelligence artificielle a-t-elle un rôle à jouer dans les jeux vidéo? Julien, tu souhaites commencer? Il y a deux aspects. Il y a l'IA dans les thèmes des jeux vidéo, de science-fiction, et les IA dans les jeux vidéo. Les IA dans les jeux vidéo, c'est ce qu'on appelle les personnages dangereux, les PNJ. Soit on affronte des boss ou des méchants qui sont on joue à côté d'autres joueurs qui ne sont pas des humains. Est-ce qu'il y a une évolution? Alors, on peut dire que certains, ça dépend du niveau de jeu. Et moi, j'ai pas l'impression que ça a beaucoup évolué ce point de vue-là en termes de difficulté. Après peut-être que j'ai pas l'impression qu'il y ait des IA qui s'adaptent aux joueurs. Non, les vraies IA, il y aurait une difficulté très difficile, c'est les IA qui s'adapteraient aux joueurs. Mais ça, je ne pense pas que ça soit encore développé. J'ai pas l'impression que c'est pas ma connaissance. Le jour où les développeurs créeront des personnages de joueurs, des méchants IA qui s'adaptent aux joueurs humains, là ce serait intéressant et ça permettrait aux joueurs d'augmenter leur difficulté. Voilà, je pense que ça va être quelque chose qui est très intéressant. Et l'IA dans les jeux vidéo, je pense à certains jeux, par exemple dans Halo, il y a l'intelligence artificielle Corona. Dans Deus Ex, il y a Helios, qui est une IA qui gère les télécommunications du monde entier, notamment qui veut fusionner avec un cerveau humain pour pouvoir diriger un peu la planète avec sa guise. Deux exemples que j'ai comme jeux vidéo qui parlent de l'IA. D'accord. Vincent, ton avis Je n'ai pas vraiment d'avis dessus, mais quand je t'entends parler de PNJ, je pense à un film qui est sorti pendant le Covid qui s'appelle Free Guy, qui était un film tout de même assez, je ne vais pas dire farfelu, mais je pense, voilà, j'entends parler du mot PNJ, donc ce personnage, Ryan Reynolds, Guy, lui qui n'est pas contrôlé par une machine, qui n'est contrôlé par personne, qui ne pourrait pas non plus faire tâche dans le paysage, tandis que les autres, eux, contrôlent leur propre personnage par l'intelligence artificielle, ou même par des ordinateurs. De toute façon, la majorité des jeux vidéo, je pense notamment à Tekken 4, quand j'avais du temps de la PS2, etc., ou de la Wii, Tekken 4, ou Wii Music, je dis des exemples un peu bêtes. On jouait déjà contre des ordinateurs, donc l'intelligence artificielle était d'ores et déjà présente dans tous les jeux vidéo, on peut dire ça comme ça. Mais quand je vois l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le milieu littéraire, donc on peut parler carrément de contrôle un peu dystopique sur la littérature en tout genre. Oui, moi ça me fait peur, parce que moi je ne voudrais pas paraître non plus grossier, mais je voudrais pas que cette littérature prenne la forme de jeux vidéo, tant que si l'intelligence artificielle devait y avoir, moi j'aurais peur que ça devienne en elle-même un jeu vidéo,
Comme si nous étions déjà des PNJ et qu'à un moment donné, nos livres seront contrôlés par... Ça transpire en fait. Voilà, que ça transpire hors de nous en fait. Hors du cadre informatique. C'est ça. Artificiel. Parce que ce serait un peu tuer les auteurs en tout genre si on devait laisser l'intelligence artificielle écrire nos livres à notre place. Ce serait déjà dire adieu aux auteurs, il n'y aurait pas de livre, il n'y aurait plus de matière à science-fiction. Que la matière à science-fiction que nous, en tant qu'auteurs, nous pourrions apporter, et il faut faire vraiment être vigilant face à ça. Mais voilà, quand j'entends parler de PNJ, je pense à Free Guy, ce personnage qui, lui, n'a absolument rien demandé à personne, et voilà, qui comprend bien plus tard qu'il est au sein d'une machine qui refuse tout d'un coup cette étincelle cet électrochoc qui se révèle révélateur. Il dit ben voilà, cette intelligence artificielle, je n'en veux pas, je vis comme je le sens. Donc on pourrait presque à peu près raisonner pareil en tant qu'écrivain. Voilà. C'est ça, Ne pas laisser la plume, libre arbitre. ne pas laisser libre arbitre à l'intelligence artificielle pour contrôler notre plume. Et même dans les jeux vidéo, il y a déjà des jeux vidéo, donc si c'était dans pratiquement tous les domaines, pour le meilleur et pour le pire, voilà, faut tout de même rester vigilant. Et c'est un peu ce que pourrait dire tout cyber. D'accord. Kevin, est-ce que tu veux... Concernant les je dirais il y a aussi l'aspect attachement. Oui. Dans un jeu vidéo, enfin, quel qu'il soit ou pas, il y a l'attachement à certains personnages. Je me souviens, je jouais à un moment donné un jeu en ligne, ça s'appelait World of Warcraft. Et ce que j'aimais surtout, j'étais très nul. Moi, ce que j'aimais surtout, c'était l'exploration. Et de temps en temps, il y avait un petit peu. Et ce que j'aimais, c'était trouver des petits papiers. C'est pas du con. Ce que j'aimais, c'est trouver des petits fragments d'histoire et de lieux et les PNJ qui demandaient à ce qu'on les aide pour une quête. Et de temps en temps, il y avait un certain attachement et je me disais, ah mince, c'est terminé la quête une fois remplie. Les personnages avaient tendance à disparaître. Oui, parce que des choses de ce côté-là, et je me disais, bah oui, forcément. Et toi, tu voulais que ça dure sans fin. Et il y a même cette histoire de jeu, tout petit exemple comme ça, mais chevalier enterré, on devait trouver son épée pour qu'il repose en paix. Bon, je me disais, oh, c'est joli quoi, mais c'est déjà fini. Et je pense qu'il y a le côté attachement. Concernant l'étincelle de vie dont tu parlais avec Fabien, il y aurait trois cas de figure auxquels on prendrait conscience. Suicide, se supportant pas, c'est la nature de ce qu'il est. Secondo, l'humanité fait rien à foutre, je me bats, c'est ça aussi. Troisième chose, je vais évoluer, on verra bien ce qu'il en sera. Mais je doute qu'on finisse avec des Terminators. C'est les gens qui veulent des Terminators. Tu penses que le public les gens sont influencés en fait. Violence, c'est ça qui fait un peu flipper. Et je pense que les IA ne seront pas plus sages que nous, elles penseront juste différemment. Nous, elles verront des intérêts. C'est vrai que ça dépend de la programmation aussi. Je sais pas si je parle bien. Rapproche-nous. Non, je pense que par contre, on sera vraiment dans la merde une fois que, quel que soit le scénar, je pense qu'on sera dans la merde une fois qu'elles auront pris conscience. Merci Kevin. Le cyberpunk, on connaît bien ce genre de la science-fiction qui décrit des futurs déshumanisants où le transhumanisme règne. Et donc, est-ce qu'on peut le voir comme une esthétique du futur? La sous-culture cyberpunk est une source majeure d'inspiration pour les jeux vidéo, que ce soit à travers une esthétique sombre, thématique de déshumanisation et de transhumanisme. Genre cyberpunk est omniprésent dans le médium vidéoludique. Quelles sont les racines et l'avenir du cyberpunk dans le jeu? Voici ma question. Quelles sont les racines et l'avenir du cyberpunk dans le jeu vidéo? Julien, tu commences? Bizarrement, dans les jeux vidéo, il y a beaucoup de monde cyberpunk, mais j'ai très peu de jeux que j'ai en tête dans cet univers-là. Je pense à Cyberpunk 2077. Oui, je pense que tout le monde pense à ce jeu. Celui-là, c'est un jeu en ligne où tout le
monde, justement, il y a beaucoup plus d'humains que d'IA, je pense. C'est juste qu'il y a beaucoup de gens en ligne. Il y a aussi Deus Ex Human Revolution, où à un moment donné, il y a une. Je vais spoiler un petit peu. À un moment donné, on voit une journaliste, et on s'aperçoit que la journaliste, c'est une IA, en fait, elle n'existe pas. Donc, on a déjà vu, même, je crois que c'est en Chine, il y a des journalistes virtuels qui existent. Donc, est-ce qu'à l'avenir, il y aura des journalistes virtuels qui sont en fait des IA, ou on aura peut-être des fan clubs d'IA qui passent à la télé? Possible, hein, la vitesse où ça va. Ça se trouve un jour, ce sera quand, je ne sais pas. Voilà. Donc pour toi, c'est la racine. Les racines, là, je pense après à des œuvres littéraires au Japon. Je te dis qu'après, c'est déjà le cas, il y a des fan clubs de IA. C'est ce qu'on voit au Japon, les concerts de. Comment ils appellent ça? Les lolis, non? C'est pas ça? Je sais plus. Danseuses. Il y a déjà des fan clubs de ça, en fait, si on y réfléchit. Ouais, et pour avouer, je suis moi-même abonné sur Instagram à une IA qui s'appelle Anne, je sais pas, qui a été créée par un ingénieur breton qui valorise la Bretagne. Oui, j'ai entendu parler de cette histoire. Anne Kervou, enfin, je sais plus quoi. Et c'est non seulement on la voit en photo, mais elle parle, non, on fait des interviews. C'est assez bluffant. L'IA, comme ça. Ouais. Donc, je ne sais pas si je suis bien en thème, mais. Si, on est quand même dans. Oui, c'est que Et sinon, pour parler rapidement dans mes œuvres, il y a deux histoires où je parle justement des IA. Il y en a une, Saturne, qui est plutôt un univers plus pédagogique. Je n'irai pas plus loin dessus. Et une autre où ce sont l'humanité qui a choisi de lire à la tête des États des IA, qui paraît plus efficace et moins corruptible. Et on s'aperçoit que c'est pas tout à fait. Ça tourne un peu à la dystopie. Je me fais une petite parenthèse. Merci, Julien. Vincent, ton avis sur les origines, sur Cyberpunk et les racines? Ben moi, dans 12 hivers, maintenant que j'entends parler de Cyberpunk, ça peut s'apparenter à un roman un peu cyberpunk. Parce qu'il faut savoir que 12 hivers se déroule dans un futur proche, propice à la fin du monde, qui est une catharsis d'êtres humains complètement esselés, cassés par la vie, notamment des dieux issus de la mythologie grecque et égyptienne, réincarnés dans notre monde contemporain. Donc déjà, ça peut créer un cocktail, je ne sais pas si je pourrais dire explosif, mais et à un moment donné, ils vont bien sûr avoir tous obligation de se connaître les uns des autres. Parce que voilà, au fur et à mesure qu'on les suit, donc c'est un roman choral, donc au fur et à mesure qu'on les suit, les voix à un moment donné s'enchevêtrent, s'entrecroisent, entrent en collision, donc ça peut tout de suite créer des conflits de génération, choc de culture et des règlements de compte. Et donc la question que se posent mes personnages, c'est est-ce que je suis prêt à me débarrasser de douleurs ou non? Est-ce que je suis prêt à faire avec ou non avec mes douleurs? De sorte que cette apocalypse qui se réveille imminente soit moins pesante en moi. Et je pense que ça peut s'apparenter effectivement. Moi je perds un peu, excusez-moi. Non, je te suis. Non. Donc oui, maintenant que j'y repense, ça peut s'apparenter un peu du cyberpunk et donc une esthétique du futur. Et il y a notamment, je suis pas grosse culture en jeux vidéo, mais surtout en science-fiction. Donc j'entends parler par exemple de Terminator, donc je pense notamment au Terminator 2, le jugement dernier. Bon, qui est tout de même, il y a un côté, même s'il y a un petit côté sombre, parce qu'il y a deux Terminators qui se confrontent. Un pour sauver l'humanité, l'autre pour détruire l'humanité. Il y a quand même un côté à la fois entre ombre et lumière. Donc ce qui fait que voilà, le côté cyberpunk, même s'il est là, il n'est pas non plus complètement pesant. C'est ça que James Cameron, je pense, a bien mis en valeur. Notamment dans Avatar, qui est un peu aussi non pas vraiment cyberpunk, mais cyberpunk, le début oui.
Mais il y a quand même un côté plus dans le plat. Ouais, plus dans la lumière. Tu voulais rajouter? Non, j'ai un peu perdu le fil. Kevin, tu voulais rajouter non? Cyberpunk, je ne m'y connais pas beaucoup. Enfin, j'ai peut-être vu des œuvres qui sont cyberpunk et j'en sais rien. Tu n'en étais pas aperçu? Orange Mécanique. Pas si tu veux en dire. Pardon, je me permets de t'intervenir. On parlait tout à l'heure de Stanley Kubrick, notamment une cyberpunk. Je pense que bon nombre d'entre nous peut-être ont vu ou n'ont pas vu, qui n'est autre que Orange Mécanique, bon, qui est maintenant à un demi-siècle, mais qui est vraiment un exemple très très cyberpunk, on va dire ça comme ça, comme c'est un peu l'ultra-violence, donc il y a un petit côté du futur sombre, comme c'est carrément dystopie, sur l'ultra-violence, l'anticipation, et comment on se débarrasse de ça, parce qu'au moment où il y a la scène où Alex Delarge subit le traitement avec les écarquilleurs de paupières, là on lui montre des images de guerre, de bombardement dans la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale. Là on peut dire qu'il y a on se dit, la première fois qu'on voit ce film, parce que voilà, pour voir ce film, il faut être paré émotionnellement. Donc on pourrait se dire, c'est pas possible. Je suis dans un jeu vidéo. Mais non. Parce que comme le film, non seulement a très bien marché, mais qui a fait énormément scandale et polémique, parce qu'il y a des émeutes qui sont déclenchées à travers le monde. Je pense notamment à Londres, je crois, qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout adhéré à ça. Mais justement, je pense que, en plus des jeux vidéo, même si les jeux vidéo montrent d'ores et déjà des exemples comme ça, c'est pour ça que la puissance des images, en tant que thématique cyberpunk, ont réel impact et ils font également, il y a matière à réflexion. Je pense notamment à Michael Haneke avec Funny Games, qui on pourrait apparenter à un jeu vidéo, mais qui nous alerte sur la banalisation de la violence. Et je pense que dans l'univers cyberpunk, il y a aussi un petit côté, voilà, ça pourrait un jour arriver, donc faisons en sorte, même si c'est un jeu vidéo, faisons en sorte que ça nous donne matière à réfléchir. Merci Vincent, et du coup, Kevin, quelque chose à rajouter? Les prothèses, au niveau des prothèses et tout ça, on voit souvent ça dans le cyberpunk. Oui, des cybernétiques, oui. On voit de coques aussi, c'est l'image, hein, les gladiateurs avec des prothèses également robotiques. Reed, Steel, Steel, c'est le... Oui, je connais. Au lieu d'amener sur le ring avec des box, ils avaient des robots. C'est un problème, je présume, donc Steel. Je ne connais pas. Oui, je sens que tu vas avoir besoin d'une remise à niveau. Sinon, il y a Matrix, un peu de... Ah bah oui, aussi. Il y a beaucoup de jeux vidéo qui permettent en fait l'exploration de l'espace, donc science ou fiction. De nombreux jeux vidéo permettent de voyager dans l'espace, mais où s'arrête la fiction et où commence la science. Donc on va discuter de la manière dont les jeux vidéo intègrent des concepts scientifiques réels, tout en permettant aux joueurs de vivre des aventures interstellaires. Et aussi la question, entre science et fiction, les jeux vidéo de SF peuvent-ils jouer un rôle pédagogique? Julien? Alors, j'ai pas beaucoup d'exemples de jeux de ce type. J'en ai un qui me vient en tête que j'avais joué, c'était on manipule le robot Discovery qui arrive sur Mars et on essaie d'apprendre à faire des prélèvements, à voyager, à se déplacer autour d'un rayon de 100 mètres en fait, autour. Et à la fin du jeu, on va dans une grotte et on découvre un minerai inconnu. Donc là, on est à la science-fiction, on bascule dans la science-fiction. Mais c'est intéressant de voir comment scientifiquement on fait des prélèvements, on analyse, on machin. C'était intéressant. Seule chose qui me vient. Et après, c'est vrai qu'il y a des jeux vidéo parfois pédagogiques sur tout thème. Oui, il y en a plusieurs. Vincent? Ben, je pense que dans bon nombre de jeux vidéo, il y a aussi beaucoup d'exploration de l'espace. Je pense notamment à Ratchet & Clank. Moi j'avais le 1, le 2 et le 3. Là c'était carrément exploration de l'espace.
Et moi j'ai envie de dire que là où il y a science, c'est quand il y a l'exploration des failles, des portes vers d'autres planètes. Et la fiction, c'est avec les moyens très très avant-gardistes, avec les vaisseaux, les courses de motards, enfin je crois que c'est les motards du désert. Il y avait à un moment donné les motards du désert dans le Ratchet & Clank 2. Et pareil dans 12 hivers, il y a aussi, on explore beaucoup, enfin l'espace, c'est un peu réduit, puisque c'est à travers la Bretagne qu'on traverse, notamment la première partie, on traverse toute la ville de Saint-Brieuc, enfin les 4 coins de Saint-Brieuc, dont je pense bon nombre de coins, et en deuxième partie on traverse un petit peu les 4 coins de la Bretagne. Et forcément, quand on se retrouve reclus, parce que ce sont des personnages qui vivent carrément reclus dans un lieu très précis, il y en a des lieux qu'on a forcément tellement entendu parler à la télé, dans les journaux, quitte à en oublier les contours les plus infimes. Là on n'a pas vraiment cartographié, c'est ça. Et aussi, voilà un peu la manière de restituer un peu les véritables images en tant que romancier ou en tant que créateur de jeux vidéo. Ce n'est pas chose aisée, mais ça peut être tout à fait matière dans tous les domaines. De toute façon, explorer l'espace, que ce soit en littérature ou dans les jeux vidéo, c'est un voyage non seulement initiatique. Oui, je pense que c'est carrément le champ des possibles. Le champ des possibles, merci. Et je tiens à préciser que comme voilà, dans l'espace, comme son lit, le roman s'appelle 12 hivers parce que non seulement il y a l'espace, etc. à explorer, mais il y a aussi l'hiver qui règne en maître. Non, donc on en revient un peu à la matière un peu dystopique. Mais l'espace est carrément hivernal, que ce soit en été, en automne ou au printemps. Donc il y a aussi un peu cette capacité ou non à prendre en main son destin. En général, c'est le destin qui nous mène par le bout du nez. Mais quant à l'exploration de l'espace, je pense que chacune, dans les jeux vidéo, en littérature, ou même nous, en tant qu'êtres humains, nous avons notre propre libre arbitre. Oui, on parlait tout à l'heure. Kevin, ton avis sur l'aspect pédagogique des jeux vidéo de SF? Ça donne des idées, certains. Ouais. Concernant les voyages, non, en fait, si tu pouvais en fait apprendre une leçon sur l'espace, sur les trous noirs, sur les étoiles, sur leur fonctionnement, via un jeu vidéo. Laisser les pros aller d'abord. Ceux qui ont fait des grandes études et éviter d'envoyer des abrutis. Parce qu'apparemment, ceux qu'on avait envoyés les premiers sur la Lune, c'était pas des lumières, parce que j'ai compris. Non, tout ce qui est téléportation, tout ce qui est gravité, on a tendance à faire pas mal d'histoires autour de ça. Magnétisme, c'est des sujets intéressants. Pas grand chose d'autre. Non. Je voulais aborder le jeu No Man's Sky. Donc je ne sais pas si vous connaissez, donc j'ai beaucoup entendu parler. Bon, effectivement, on explore toute une galaxie imaginaire avec des planètes, des ressources à retrouver sur des planètes, des étoiles, des quêtes comme ça à accomplir que le héros doit faire. Et donc il y a au travers en fait de ces découvertes des phénomènes spatiaux, le joueur en fait apprend ce que c'est le fonctionnement d'une étoile, d'un trou noir, d'une planète. Et je pense qu'on peut dire oui que les jeux vidéo de SF ont un rôle pédagogique. Quelque chose qui se rapproche quand on parle de voyage, j'en reviens à Jack et Dexter. Oui. On retrouve souvent ça dans tous les jeux en fait. Les petits anneaux de téléportation. Ouais. Mais sauf que le sport, c'est pas pour voyager de planète en planète, hein, c'est pour se retrouver dans une région ou une autre, quoi. Mais pour eux, c'est vraiment banal d'utiliser ça. Et quelque part, c'est sur dans l'espace-temps. C'est ça, merci Kevin. Je
Je me permets de rajouter une chose, tu parlais de Jack and Daxter aussi. Et dans Ratchet & Clank, ce qui est fascinant, je me souviens très bien de quand je jouais à ça avec mon grand frère, on pouvait gagner des points de compétence dans les lieux les plus infimes qu'on pouvait difficilement atteindre en propulsio pack ou en hélipack. Et ça permettait de débloquer des cheats, enfin des points de triche, des bonus. Et c'est ce qui est, en mon sens, un peu pédagogique. Et aussi des boulons platinium. Et donc, en matière d'exploration de l'espace, c'est pas rien. Merci Vincent. On va aborder la dernière partie de cette table ronde. Donc l'éthique dans les mondes de science-fiction vidéoludique. Les jeux de science-fiction mettent souvent en scène des choix moraux complexes, transhumanisme, clonage, intelligence artificielle, colonisation de nouveaux mondes. Comment ces dilemmes éthiques sont-ils présents dans les jeux vidéo et quel impact peuvent-ils avoir sur le joueur? Voilà, par rapport à donc l'éthique et les choix moraux, quel impact ont-ils sur le joueur? Julien. Alors, je pense à trois jeux qui permettent de faire des choix, et selon les choix que l'on fait, soit on va vers le mal ou le bien. Je pense à un jeu assez récent, Détroit Become Humans, Détroit devenir humain. On joue un androïde qui, selon ses choix, fait évoluer l'histoire et fait si l'androïde se rapproche de l'humain ou pas, selon qu'il fait de bonnes actions ou de mauvaises actions. Donc l'éthique morale, c'est la question qu'est-ce qu'un être humain? C'est ce que je suis. On se rapproche des trois lois de la robotique, si c'est que vous avez Tout à fait. Donc ça permet de questionner justement sur ce coup pour la philosophie de science-fiction. Il y a un deuxième jeu qui est Deus Ex aussi, qui permet vers la fin de choisir des camps, soit le camp des anti-technologies, soit le camp de l'IA, on aide l'IA à fusionner avec soi-même pour contrôler le monde, soit prendre ce que j'appelle le camp de l'UMC, l'ultra-capitalisme, où on utilise la technologie pour continuer à enrichir les sociétés, etc., et aggraver les inégalités sociales, ou un dernier camp qui est notamment dans le 2, le camp des marchands d'armes, qui en fait sont des extraterrestres, on s'aperçoit, et leur but c'est de rendre la Terre invivable, adaptée à leur propre race. Et c'est des choix éthiques qu'il faut avoir. Et le dernier c'est Fallout, pareil. On peut gagner de deux façons dans ce jeu-là, soit par la violence, en ayant des armes de plus en plus puissantes, ou alors par la parole, par l'intelligence. Et notamment, il y a une partie où soit on peut gagner en détruisant le boss, ou alors en discutant avec lui, en le faisant changer d'avis, et qu'en fait il s'auto-détruit. J'ai réussi à faire ça avec ce jeu-là. Donc c'est un jeu très intelligent pour la route sur ce point de vue-là. Donc ça parle aussi d'éthique. Merci Julien. Vincent, ton avis sur l'éthique et les choix moraux, leur impact sur le joueur? Ben, je pense que les impacts, l'éthique et les choix moraux sont matière à péripéties pratiquement indispensables dans tous les scénarios de science-fiction, ou même dans les jeux vidéo, ou même dans la littérature. Je pense par exemple à Jack 3, où quand Jack et Daxter ont été bannis d'Après-Ville, et puis après il y a eu de nombreuses péripéties, ils comprennent que dans le volet précédent, le tombeau de Mar, on comprend qu'il y a un lourd héritage qui très vite va se révéler assez révélateur. Donc éventuellement, on se dit, est-ce que je suis prêt à porter? Est-ce que je suis prêt à assumer tel ou tel acte? C'est toujours une forme de... Je peux dire toujours, ça peut être soit révélateur, soit un véritable dilemme. Et dans 12 hivers, c'est également un choix que doit faire le personnage, comme j'expliquais tout à l'heure. Est-ce que je suis prêt, oui ou non, à me débarrasser de mes aspérités, ou à vivre avec avant que le monde se pète complètement la gueule? Et aussi, est-ce que je suis capable de maîtriser ou non mon destin? Et est-ce que l'être humain est-il comparable à la nature humaine? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les sépare, il y a quelque chose qui les assemble? Et évidemment, je pense que dans tous les domaines,
Je pense que dans les scénarios, quitte à un peu les tarabiscoter, faire des choix, renoncer ou non à son humanité, accepter de oui ou non de vivre au-delà de toute forme d'obscurantisme. Je pense notamment à quelque chose que j'ai amené ici, Oui. un artbook autour d'une BD qui s'appelle Solo, d'un Espagnol qui s'appelle Oscar Martin, que je recommande vivement chez Delcourt. Bon, là, c'était acheté directement chez Oscar Martin. On suit l'histoire d'un homme rat, donc terre complètement ravagée, donc on est dans un monde post-apocalyptique, où les humains et les animaux ont muté, et dans un monde cannibale. Donc, la règle numéro 1, c'est survivre, c'est-à-dire manger pour ne pas être tué, et tuer pour ne pas être mangé, et réciproquement. Et donc, évidemment, pour le personnage de Solo, que moi j'ai découvert pendant le Covid et qui pour moi est devenu mon grand copain, pour ainsi dire, qui est fait avec beaucoup de philosophie, je crois qu'il avait dit à un moment donné, dans le premier volet qui s'appelle Les Survivants du Chaos, il a dit « La vie est un long suicide inaccompli ». Moi, une phrase qui m'a vraiment marqué. Donc effectivement, comme c'est une terre ravagée, forcément, même dans les jeux vidéo, il y a toujours des choix à faire. Est-ce que je suis prêt, oui ou non, à aimer? Parce qu'il va y avoir des dilemmes. Est-ce qu'il est prêt à aimer? Est-ce qu'il est prêt à supporter toute cette souffrance, toute cette misère, toute cette absence de vie, de couleurs, d'arc-en-ciel, de nature? Parce que voilà, on différencie. Dans les jeux vidéo, il y a la nature qui nous environne et il y a la nature humaine. Ce n'est pas vraiment pareil. Pas tout à fait. L'être humain et la nature humaine, je pense que ce n'est pas exactement pareil. Et donc, effectivement, dans les mondes de science-fiction, je pense que c'est, en général, c'est un grand questionnement que l'on continue, je pense, qu'on se pose. Et que l'on continuera, je pense, encore aujourd'hui à se poser. Merci Vincent. Kevin, je vais te laisser conclure rapidement, si possible. Donc, transhumanisme, tout ça, les règles du futur. L'impact en fait de l'éthique et des choix moraux dans les jeux vidéo. J'aurais qu'un seul exemple sur le moment, Bioshock. Ouais. On incarne un type qui se retrouve dans une ville sous-marine. Oui. Il se retrouve confronté à des gens très agressifs qui sont sous une sorte de drogue qui leur donne en contrepartie super pouvoir pour acquérir plus de puissance et ne pas se retrouver en manque lui-même. Le personnage, il va devoir se servir sur ce qu'ils appellent des petites sœurs, des petites filles qui sont utilisées dès la naissance pour incuber la substance qui produit les super pouvoirs pour les autres. Il va devoir faire un choix systématiquement, soit tuer la gosse pour prendre toute la substance, soit aider la gosse en arrachant une partie de la substance et en laissant une doctoresse s'occuper du reste. Mais il aura un peu moins de force pour résister, un peu moins de quoi marchander et tout ça. Et du coup, la vie et la mort entre ses mains. Quel impact en fait sur le joueur décisionnel. Est-ce que je dois la sacrifier ou pas? Est-ce que je suis prêt à sacrifier une gosse, sachant qu'elle ressemble pas trop à une gosse? Elle est assez effrayante. Elle est très effrayée par nous. Elle a vraiment le comportement d'une gosse. Je tiens à préciser que je pense que effectivement, quand je t'entends parler, effectivement, non seulement pour le personnage de jeu vidéo, mais il y a des choix moraux à faire, mais aussi, et n'oublions pas, pour le joueur en personne et même pour le lecteur. Voilà. Est-ce que voilà, je pense que dans les deux camps, il y a matière à réfléchir à ça. Quel sera le futur aujourd'hui, demain, même dans 10 000 ans, enfin, sans vouloir faire pas un cliché, mais c'est une question. Est-ce que nous sommes véritablement prêts à l'assumer, à se la poser? Voilà. Eh bien merci. Merci pour votre attention et merci à mes camarades Julien Lahoche, Kevin Guiverch et Vincent Larnicole pour cette table ronde sur le jeu vidéo, l'ASF dans les jeux vidéo. On va laisser la place à
une autre animation, je crois que c'est un atelier speedrun de mémoire. Tu voulais dire quelque chose, Vincent? Je voulais dire si vous êtes intéressé par nos ouvrages, si vous voulez souhaiter nous rencontrer, vous pouvez nous retrouver à la buvette, en dédicace. Merci. Merci à toi. Merci à vous.